Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Symbiose. Comme vous le savez, tous les vendredis 17 heures, avec un nouveau thème et un nouvel invité. Ce soir, une fois de plus, nous allons parler politique. Vous le savez, la politique aujourd'hui occupe le terrain d'actualité. Aujourd'hui, on parle plus politique qu'avant, avec des questions que vous connaissez d'ores et déjà, le dialogue, réforme institutionnelle, gouvernance électorale. Ce sont des termes que tout le monde aujourd'hui maîtrise. La semaine dernière, nous avons reçu Arlette Soudan-Nono, membre du Parti congolais du travail, parti au pouvoir, majorité présidentielle. Aujourd'hui, logiquement, nous donnons la parole à l'opposition avec Monsieur Joseph Yedikissa Dadié. C'est lui, donc, notre invité de ce soir. Il est secrétaire national chargé de l'économie, de la politique pétrolière, minière et de la lutte contre la pauvreté au sein de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Monsieur Dadié, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Un le plaisir pour nous journaliste. de vous recevoir. Vous êtes membre de l'opposition, mais il y a quelque chose qui me tique quand même au sein du parti. Vous êtes secrétaire national chargé de l'économie, de la politique pétrolière, minière et de la lutte contre la pauvreté. C'est trop ou pas? Ça peut paraître comme très lourd, effectivement, comme portefeuille, mais la cohérence y est, parce que la discipline de base, l'économie, qui est la discipline de mesure de toutes les activités dans un pays comme le nôtre, qui a comme richesse principale, notamment le pétrole, et le secteur minier qui est en émergence, hein, comme on le dit, mais aussi pour coller à cela la notion de justice sociale, donc de redistribution des richesses nationales. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté est greffée à mon département. Quand on a une fonction telle que la vôtre au sein de l'UPADES, le jour où l'UPADES prend le pouvoir, vous gardez cette même fonction au sein du gouvernement. Je ne souhaiterais pas imaginer ce type Mais de pourquoi pas? schéma, mais Le tout rêve au est moins permis. à ce stade, ce sont les attributions qui me sont confiées par D'accord. le premier secrétaire. Merci en tout Ça tient cas. bien. C'était une mise en bouche, comme on dit. Alors, comment se porte l'UPADES aujourd'hui? Mais l'UPADES se porte de mieux en mieux. Le parti vit, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, de l'impact hein, enregistré par rapport à notre combat, les contraintes existentielles de notre parti. Mais le parti se porte très bien. Vous avez une nouvelle organisation de jeunesse? Oui, c'était une orientation de notre congrès unitaire, vous vous en souvenez, tenu du 7 au 10 juin 2013, il y a donc 2 ans. Une recommandation avait été prise à cette occasion pour que les organisations catégorielles, notamment de jeunesse et de femmes, soient mises en place, de sorte que le parti qui se reconstruit depuis consolide sa base, euh, encadre mieux sa base et donc élargisse simplement son champ d'action. Mais quel est le rôle de la jeunesse de l'UPADES aujourd'hui? Ah mais je crois qu'aujourd'hui, avant même de parler du rôle de la jeunesse à l'UPADES, il faut déjà imaginer que nous accordons beaucoup d'importance à la couche juvénile dans le pays. C'est la couche la plus majoritaire dans notre pays. Et même au niveau international, vous savez, les indications, les jeunes restent les plus nombreux au monde. Et donc il est tout à fait judicieux, normal de les prendre en compte aujourd'hui. C'est pour Quand qu'ils... vous dites les prendre en compte leurs revendications, Non, non, leur avenir, oui, il y a tout cela, mais surtout en matière de lien générationnel. d'accord. Il faut aujourd'hui, pour notre âge, hein, vous pouvez déjà le lire à travers moi-même, il faut encadrer la jeunesse de sorte qu'elle soit apte à remplacer les anciens, les aînés que nous Et sommes. au sein de l'UPADES, vous êtes prêt à céder la place à la jeunesse? Mais vous le constatez, Vous, par exemple, Joseph Yedikissa Dadié, oui. demain, Tati Mabiala peut vous dire, ça va, je mets un jeune qui vient de sortir de l'université Mariangbabi, vous direz oui, c'est logique. C'est une exigence éthique de se sentir prêt à tendre la main à la jeunesse. Aujourd'hui d'ailleurs, avec tout ce que nous enregistrons en termes de progrès, les jeunes sont plus aptes à s'adapter, à comprendre et donc aujourd'hui à se lancer dans le combat pour leur survie, la survie des États, toutes les formes de compétition qui permettraient à des pays d'accéder vers une certaine grandeur. D'accord. Grandeur économique, grandeur tout court, sociale, ainsi de suite. Les jeunes, à mon avis, sont aujourd'hui les mieux préparés, les plus concernés aussi, les plus concernés dans leur combat existentiel. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut les encadrer, les préparer
à relayer le combat des anciens. D'accord. Alors, il y a également une nouvelle organisation de femmes, un peu à l'image du PCT. Hein. Vous faites du ménage chez les jeunes, vous faites un peu de ménage aussi chez les femmes. Oui, Une nouvelle organisation féminine. tout à fait. Ça ne peut pas être forcément à l'image du PCT. En termes d'approche organisationnelle, peut-être, mais pas en termes de principe. Non, en termes d'approche, bien En sûr. termes d'approche, ok. Nous l'avons dit, les jeunes sont encadrés aujourd'hui, organisés. Bien sûr, les femmes, aujourd'hui, ont leur cadre d'expression, qui est leur organisation, mais une organisation avec une spécificité qui est fondée sur le combat panafricaniste que notre président fondateur, le professeur Pascal Lissouba, a eu à initier il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années. Et donc, les femmes sont allées au-delà du cercle un peu comme réduit de notre pays, le Congo, entendu que le monde devient de plus en plus... il devient un village planétaire. Et la notion de petits États, demain, ne va plus rien signifier. Il faut donc préparer nos femmes à intégrer ce concept panafricaniste de sorte qu'elles soient plus ouvertes, plus émancipées, et donc s'enrichissent des expériences des autres pays, des autres dames des autres pays. Mais avant de parler du panafricanisme au niveau sous-régional, au sein de votre parti, quelle est la place accordée à la femme? Prend-elle des décisions importantes? Mais nous avons près de 6 femmes au secrétaire national. Au secrétaire national. Oui, c'est très important. C'est pas pour la bonne forme, pour la figuration, elle joue réellement un rôle? Elle joue réellement le rôle. Et donc, nous pensons que l'UPADES a intégré depuis longtemps la dimension féminine, dans la mesure où ces braves camarades s'impliquent dans la vie du secrétaire national et dans la vie du parti. C'est d'ailleurs notre collègue, Mme Bilala, Victorine, qui a été présidente de la commission préparatoire du congrès des femmes. Ça n'a pas été un homme, c'est une dame qui a préparé ce congrès. D'accord, mais je pense que c'est logique pour un congrès des femmes, une femme à la tête. Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, qui dirige l'UPADES? Je vous pose la question pourquoi? Mais parce que certains pensent que vous avez Tati Mabiala, premier secrétaire, assez modéré, et qui des fois veut prendre certaines décisions, mais en cherchant à les prendre, des caciques de votre parti l'en empêchent. Qui dirige réellement? La notion de cacique à l'UPADES n'existe plus depuis le congrès unitaire. Monsieur Gilles Mayela, je crois que votre nom le dit, Mayela, je crois que ça veut dire l'intelligence. Et vous observez le fonctionnement de notre parti et depuis 2 ans, la notion de cacique, la notion de personnalité indispensable n'existe plus. Ça, c'est vous qui le dites, mais est-ce que ces personnes-là ne se considèrent pas toujours indispensables aujourd'hui? Vous les connaissez déjà? Vous les connaissez déjà parce que chez nous, ils n'existent pas. Nous avons, au sorti du congrès unitaire, nous avons mis en place le Conseil national, qui est pratiquement l'instance de gestion de notre parti dans l'intervalle des congrès, le Parlement de notre parti, un exécutif qu'on appelle le bureau politique, qui fonctionne normalement, régulièrement. Vous êtes au courant de toutes nos réunions, toutes nos sessions, qui se tiennent à des fréquences tout à fait indiquées, conformes à nos statuts. Et du bureau politique sont issus le comité d'honneur, d'abord le secrétaire national, qui est l'exécutif de notre parti, qui est unique. Le comité d'honneur, qui est un organe consultatif, où nous avons orienté, logé des anciens qui, par leur action positive dans la vie du parti, des anciens qui restent des conseillers de tout le monde. Mais quand vous dites conseiller, est-ce que ces conseils n'influent pas sur la vie du parti ou sur les décisions de votre premier secrétaire? Nullement. Nullement. Notre premier secrétaire, le camarade Pascal Tati Mabiala, a non pas inauguré, mais a systématisé une pratique, aujourd'hui qui est la pratique la mieux partagée au monde, la gestion participative, au sein du secrétaire national. Il a aussi, je le reconnais, une grande vertu d'écoute. Écoute les couches de jeunesse, écoute les couches féminines, on peut le dire, écoute les sachants, les cadres du parti à tous les niveaux, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et donc, voilà l'exécutif du parti, un secrétaire national. Donc, Pascal Tati Mabiala dirige véritablement l'UPADES. Et le premier secrétaire. Donc, le premier secrétaire, Pascal Tati, est véritablement, ici au Congo, le chef du parti, le chef de l'UPADES, l'unique. L'incontesté et l'incontestable, puisque élu.
Ça, c'est de la politique. Alors, dites-nous, Monsieur Dadier, l'actualité, c'est quoi? Ben, ce sont d'abord les concertations, puis le dialogue. Vous avez dit non aux concertations présidentielles. Pourquoi? Aux consultations. Aux consultations présidentielles, c'est quasiment la même chose. Pourquoi? Je crois que la presse a suivi abondamment les péripéties ayant abouti à ces consultations. Je voudrais vous assurer que ce n'est pas par irrévérence, ce n'est pas par manque de respect que nous avons décliné l'offre. Pourquoi alors? Il y a eu au départ des principes, non pas protocolaires, mais d'éthique morale. Nous avons été informés par des communiqués, et puis rien n'était clair. Monsieur Dadier, quand vous dites, pour ne pas vous interrompre, quand vous dites par de simples communiqués, oui, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont pris part aux consultations, comme vous, ont eu l'information au travers des médias, des communiqués. Y a-t-il eu des invitations? Je vous rappelle, monsieur Mayela, que les partis politiques concourent au suffrage. C'est les partis politiques qui font l'élection. Demain, si tout civil que vous êtes un homme sans parti, vous accédez à la magistrature suprême, malheureusement, vous allez vous appuyer au niveau des instances parlementaires, Parlement, Sénat, sur les partis politiques. Donc, il y a une considération particulière à accorder à ceux qui font la vie politique. Mais pensez-vous que c'est la raison valable de votre absence? Parce que sinon, tous les partis qui sont allés... Il ne s'agit pas de cela. Ça, c'est sur le plan protocolaire, formaliste, où il transparaît clairement le respect des partenaires. Vous pensez qu'on vous a manqué de respect en faisant comme cela? Je n'oserais pas assurer cela, mais il y a eu, à notre avis, à ce niveau, bien sûr, c'est le point de vue partagé par mon parti, une forme d'un déficit de considération, simplement. C'est comme ça que je l'appellerais. Mais pour ceux qui y sont allés, ils ont accepté le fait qu'on les considère pas assez? Nous nous sommes même rendus compte que certains y sont allés après invitation aussi. Donc il y en a qui ont été invités, mais pas vous. Les invitations sont arrivées un peu... Les invitations écrites, hein. Certains invités les ont eus. Mais pas Mais l'UPADES. pour revenir au départ. Mais après, vous l'avez reçu. Jusqu'à ce jour, on n'a plus jamais eu une invitation. Non, quand vous dites au départ, au finish, vous avez reçu une invitation. Au finish, rien du tout non plus. D'accord. Donc, sur toute la ligne. Et y a-t-il Maintenant, une pour autre revenir, raison? oui, la vraie raison, elle est éthique. Elle est éthique parce que je vais vous rappeler une métaphore de nos coutumes. La naissance d'un bébé est précédée par des douleurs d'enfantement. On ne peut pas avoir des douleurs d'un bébé et ne pas les vivre. C'est le signe annonciateur de l'arrivée du bébé. Et nous avons perçu depuis quelques années des signes annonciateurs d'un événement qui serait contraire à l'éthique républicaine. Lequel? Nous sommes en train de voir venir une forme de viol de la Constitution. Je vous rappelle que nous sommes en République. Nous sommes en République du Congo. Et la République, c'est des valeurs, c'est des principes. Et notre comportement est codifié et guidé par ce livre qu'on appellerait sacré, qu'on appelle la Constitution. Et quand des sujets en société sont abordés, vaille que vaille, par des citoyens, alors que le code de conduite, le code de régulation de tous nos comportements s'appelle la Constitution, et qu'on voit dériver le débat vers ce qui pourrait ressembler pratiquement à un torpillage de notre Constitution, vaut mieux se placer du côté de la raison. L'UPADES pense qu'il y a un torpillage qui pointe à l'horizon. L'UPADES pense qu'il ne faut pas aller aux consultations. Mais n'était-ce pas le moyen pour l'UPADES d'aller le dire là-bas? Il y en a, vous avez des alliés qui y sont allés, qui ont dit non, nous ne voulons pas, par exemple, parler du changement de la Constitution, mais ils sont allés, ils l'ont dit. Pourquoi l'UPADES ne l'a pas fait? Monsieur Mayela, la notion de consultation et de dialogue qui est pratiquement aujourd'hui à la mode, et je suis même sûr qu'il y a plusieurs définitions, doit éviter que l'on soit piégé, intellectuellement parlant. L'UPADES est en train de faire la promotion de l'honnêteté intellectuelle. Les mots utilisés font l'objet d'une analyse profonde pour ne pas pratiquement salir ce statut que nous avons d'orienter, de guider une bonne partie de la base de notre parti, de ne pas désorienter les citoyens, les Congolais, nos frères. Et donc, nous faisons attention
à ce qui pourrait dériver sur ce que je pourrais appeler des valeurs, disons, sur l'immoralité. Pour l'UPADES, les consultations présidentielles étaient un piège. Les consultations présidentielles, pour l'UPADES, étaient un piège dans la mesure où les matières sur lesquelles le président recherchait des consultations avaient fait l'objet d'un document formalisé, déposé à la présidence de la République. Ce que vous avez appelé, ce qu'on appelait le mémorandum du FROCAD, par exemple. Voyez-vous, où des sujets, par échelle de priorité, des sujets précis avaient été épinglés parce que, par rapport au message du chef de l'État que nous suivons, de décembre 2014. Souvenez-vous, en décembre 2014, le président de la République annonçait les présidentielles en 2016 et les législatives en 2017. Et rien n'a été changé en ce sens. Rien n'a été changé, mais à l'heure de la gestion axée sur les résultats, le plan d'opérationnalisation des activités qui doivent nous amener à cet événement ou à ces événements sont à peine visibles. C'est-à-dire, il n'est pas concevable qu'à la date d'aujourd'hui, à 1 an du premier tour de l'élection présidentielle de 2016, qu'on ne sache pas quelles sont les opérations qui doivent être menées pour qu'on arrive à une élection propre, transparente, dans la mesure où le président de la République devra, c'est tellement tirer, qu'il doit tirer sa révérence, à qui devra tendre le témoin proprement. Mais M. Dadier, il y a eu des consultations présidentielles. Oui. C'est vrai. Vous n'avez pas reçu votre invitation, comme vous l'avez dit. Le carton est quasiment arrivé en retard, ou il s'est égaré quelque part. Oui. Mais pour des besoins, je dirais, de communication, vous avez un souci. N'était-il pas opportun pour vous d'y aller et de le dire de vive voix? Monsieur Gildas, vous avez déjà entendu les milliards d'arbres qui poussent dans les forêts faire du bruit? Et pourtant, un seul arbre peut tomber et puis fait exagérément un bruit inutile. Au même moment où tombe un arbre, avec un bruit fracassant, poussent des milliards d'arbres qui ne font pas de bruit. Donc, on n'a pas besoin de communication à ce stade. Nous savions que la communication, les besoins, le souci de communication étaient du côté de la présidente de la République. Pourquoi, selon vous? Mais nous pensons que c'est à ce niveau qu'il y a les difficultés pour le président de la République d'expliquer ce qu'il est en train d'imposer aux Congolais. Mais vous pensez aujourd'hui qu'il est difficile pour le président de la République d'expliquer certaines choses, qu'il était pour vous plus sage de ne pas y aller parce qu'il y a eu des questions protocolaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement cela, ils ont suivi, les téléspectateurs, mais il y a certains membres que nous qualifierons d'influents aussi, de votre parti, qui ont pris part de façon individuelle et qui ont été sanctionnés. Il y a eu Kinumbi Kiambungu, il y a eu Ange-Edouard Pungi, que vous avez sanctionné. Pourquoi? Bon, d'abord, je suis très heureux que vous puissiez me poser cette question. Tout à l'heure, vous avez parlé de caciques. C'est cela. Vous avez parlé de personnes influentes et pourtant, en même temps, vous parlez de sanctions à l'endroit de ces cadres que nous respectons à titre fraternel et autres, et à qui nous devons beaucoup de respect. Malheureusement, c'est les chrétiens qui disent que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous pensez que ces deux-là n'ont pas été sages? Non. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, disent les chrétiens. Mais dans le préambule, c'est tellement de la Bible. Nous dirons, le respect de la Constitution, c'est une expression, une preuve d'éthique. Et donc, le respect des textes que nous prenons au parti fonde l'éthique politique, l'éthique morale des membres de l'UPADES. Et quand notre direction politique, qui perçoit, je dis bien un piège, pour qu'à partir de l'instrumentalisation de quelques statistiques de présence là-bas, on nous amène vers une preuve de dialogue exercée sous forme de consensus, d'écoute ou pas, quand nous percevons cela, nous nous en tenons à nos textes pour être du côté simplement de la sagesse interne au parti. Maintenant, que certains camarades soient allés là-bas, je crois qu'ils en tireront, ils en ont déjà tiré, je crois,
ils en tireront les conséquences. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas dit, nous y allons parce que c'est la question de la République, c'est la nation, nous sommes un seul peuple et c'est le président de la République qui est une institution, nous allons dire ce que nous pensons que de le dire au sein des réunions du parti. Monsieur Gildas, je ne voudrais pas répondre à leur place. Non, parce que vous faites partie du parti qui les a sanctionnés. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre de leur décision d'être allé aux consultations avec le président et donc d'avoir marché sur les orientations du parti. Je suis un homme respectueux des textes, même à l'intérieur de mon parti. Vous avez dit non aux consultations présidentielles, vous avez aussi dit non au dialogue qui vient de se tenir à Sibiti. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du FROCAD. Certains du FROCAD y ont pris part. Vous les connaissez Vous en connaissez un nom? Mais l'actualité nous l'a appris. Donnez-moi un nom. C'est moi qui vous pose les questions. Non, mais donnez la preuve. Moi, je cherche la preuve, puisque c'est faux. Il n'y a pas eu d'éléments du FROCAD officiellement. Non, quand vous dites officiellement, donc il y en a comme Kinyumbi, Kiambungo à la consultation, ils sont allés de façon individuelle. Monsieur Kinyumbi avait été sanctionné par le FROCAD, vous le savez. Il a d'abord été sanctionné au niveau du parti et sanctionné au niveau du FROCAD, parce qu'un temps... bref, je vous l'ai dit, je souhaiterais que ce camarade, ce frère, qui est mon aîné, réponde de son statut là-bas. J'ai suivi d'ailleurs à la télé que 5 fois le journaliste lui a posé la question de savoir à quel titre il y était à Sibiti. Et 5 fois, on n'a pas pu savoir à quel titre il était. Les Congolais n'ont pas pu. Si vous le savez, vous me le dites. Nous poserons la question à M. Kinyumbi. Voilà, exactement. Alors, Monsieur Dadier, vous dites non aux consultations présidentielles, mais vous dites non au dialogue. Il y a certains partis ou certains membres de l'opposition qui ont pris part quand même. Nous avons vu M. Nick Fila, il y en a d'autres qui ont pris part. Il y a eu le parti du pasteur Ntoumi. Pourquoi continuer à dire non? Quel est le nom de votre stratégie, UPADS? Le nom de notre stratégie, je vous l'ai dit. Parce que je n'aimerais pas dire, comme certains, politique de la chaise vide, ou dire que vous avez eu tort ou raison. Le journaliste, ce n'est pas son travail. Moi, je vous pose cette question. Avez-vous un nom à donner à cette stratégie de ne pas dire oui quand vous êtes invité? Monsieur Gildas, je vous ai dit qu'il y a une échelle de priorité dans les actions ou les activités qui devaient être menées par la République. Et la République, vous le savez, c'est la responsabilité dans la gestion des affaires. Et la responsabilité aujourd'hui des gouvernants, c'est de nous amener proprement vers 2016, entendu que depuis pratiquement 2002, depuis la fin de la conférence nationale souveraine, nous avons un sujet qui plombe la cohésion sociale, qu'on appelle les élections ou les élections. Mais à Sibiti, pardon, M. Dadier, il y a eu un ordre du jour pour le dialogue. Il y a eu la gouvernance électorale et la réforme des institutions. Mais pour la gouvernance électorale, on en revient. Vous avez eu l'occasion d'aller en parler. Je vous informe que nous venons d'adopter, il n'y a pas longtemps, au Parlement, un budget collectif. Non, je vous informe, M. Mayela. Nous sortons d'une session parlementaire extraordinaire qui a adopté un collectif budgétaire. Parce que notre pays affiche, voyez-vous, subit les conséquences de la chute du baril de pétrole. Au même moment s'organise un dialogue, à mon avis, inutile, c'est les dépenses inutiles. Inutile parce que, on a parlé d'une question dont on a déjà parlé. Vous dites inutile par rapport à l'argent qui est sorti. Mais bien sûr. Pour ceux qui pensent il y a des priorités dans ce pays, il y a des priorités existentielles pour les Congolais. Pour vous, le dialogue, ce n'était pas une priorité? Non, parce que... se parler entre Congolais n'était pas une priorité. Le sujet est connu. C'est la gouvernance électorale pour que ce pays s'élève, se modernise et grandisse en organisant des élections propres. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays. Mais si vous n'êtes pas parti à Sibiti pour parler de la gouvernance électorale, où voulez-vous Le vrai sujet pour lequel ils sont allés à Sibiti, c'est la dérive vers le coup d'État constitutionnel qui est déjà annoncé. C'est un troisième point à l'ordre du jour que vous ajoutez. Il n'y en avait que 2, gouvernance électorale, réforme institutionnelle. Le vrai sujet... Vous ajoutez un troisième point à l'ordre du jour. Le vrai problème pour lequel ils sont allés à Sibiti... Pour vous, le président de la République a oublié ce troisième point? Non, au contraire, ils en ont... Mais parce qu'il n'en a donné que 2, en fait. Je vais vous dire, il y a eu 2 points à l'ordre du jour. Gouvernance électorale, réforme institutionnelle. Posé exprès en première ligne. Mais le vrai sujet, c'est l'évolution de réforme. Parce que dans le questionnement du président de la République, qu'il devait connaître, parce que toujours dans le sens de la gouvernance, il connaissait, je crois qu'il recherchait des résultats. Lesquels? Parce que dans le cadre de la gouvernance, de l'évolution des institutions, 2 questions se posaient. Pour ceux qui parlaient de statu quo, pourquoi?
Comment on peut poser une telle question? Le président de la République a la réponse dans la Constitution. Et pour ceux qui imagineraient une quelconque évolution, mais vraisemblablement le changement de la Constitution, dans quel sens? Mais là aussi, la Constitution a des réponses. Mais pourquoi ne pas aller à Sibiti pour en parler? Mais parce que il ne faut jamais tenter le diable et rester du côté de la raison. On a traité dans le discours. Ici, le diable, c'est qui? Dans le discours, non, il n'y a qui pas le de diable. Quand on parle de ne pas tenter le diable, c'est de ne pas, demain, être en contradiction avec ce qui est recherché par le peuple des hommes politiques. Nous voudrons, nous, affirmer notre foi en la République, avec ses principes. En fait, la vraie raison est dans le préambule de notre absence à Sibiti, et dans le préambule. Je crois que c'est le 4e paragraphe, je peux vous le lire. Allez-y. Alors, voici ce que dit ce 4e paragraphe du préambule. Nous, peuple congolais, j'en passe, condamnons le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. Vous pensez que nous sommes dans le cas d'espèce? Nous sommes dans ce qu'on appelle un souci, enfin une stratégie maligne ou malicieuse de vouloir impliquer les Congolais qui ont dit au président de la République, voici comment vous devez nous gérer pendant tout le temps que vous serez au pouvoir. Et s'il y a un problème dans le pays, vous devez le régler à travers la Constitution. Mais en 2002, l'UPADES a voulu changer cette Constitution. Mais là encore, non. D'abord, nous sommes à l'opposition, voici bientôt 18 ans, depuis 1997. Je vous le rappelle, 17 ans, c'est pas pour dire qu'on est... Mais on est en train de revêtir notre veste de véritable républicain. De temps en temps, je vous écoute, je vous suis à la télé, vous dites, des dirigeants de l'opposition, candidats au présidentiel de 2009, ont déclaré... Oui, en 2009. Voilà. Bon, d'abord, notre candidat avait été invalidé. Ce fut le camarade Ange-Édouard Pungui, ancien Premier ministre, invalidé pour des raisons que je ne peux pas indiquer, mais qui étaient complètement des raisons peu soutenables. Donc, le PADES n'a pas eu de candidat en 2009, pour des raisons que vous connaissez, à l'élection présidentielle de 2009. Maintenant, moi, je salue l'honnêteté des candidats à cette élection qui ont annoncé qu'ils voulaient pratiquement toucher notre, notre Constitution. Mais ce sont les mêmes qui disent non aujourd'hui. Non. Pourquoi j'ai dit qu'ils ont été honnêtes intellectuellement? Mais parce que c'est à l'occasion des campagnes électorales qu'on annonce l'intention d'essayer de toucher un livre, le code de conduite de tout le monde. On dit souvent que l'homme prudent voit le mal de loin. Et quand on... Non, on dit l'homme prudent voit le mal de loin. C'est pas le mal qui a été vu de loin aujourd'hui? Non, parce que là aussi, ils avaient la solution dans la Constitution. Je suis sûr que la majorité d'entre eux étaient en train d'imaginer ce qui est faisable constitutionnellement, c'est-à-dire les révisions, l'organisation des pouvoirs publics. Écoutez, si les pêcheurs veulent un statut, on trouve ça dans la Constitution, on peut le leur donner. Les chasseurs, la même chose. Et les jeunes, les femmes, les handicapés, la même chose. Dans les libertés et droits fondamentaux, c'est clair. On peut régler tous ces problèmes. Donc vous pensez que tous ceux qui sont allés dire... non, je n'ai pas fini sur cette question. Allez-y. Il faut reconnaître, vous devez restituer le mérite à ces gens qui ont annoncé très vite, mais au cours d'une élection, qu'on pouvait toucher à la Constitution, notamment dans le volet révision. Or, aujourd'hui, on les prend pour juste des questions de communication, effectivement. On est pratiquement en train... Pour des besoins de communication ou pas, c'est sorti de leur bouche. Oui. Et c'est la même chose qui est refaite aujourd'hui. Nous avons eu le président de la République qui a été candidat 2 fois. Qui a eu l'avantage d'avoir pratiqué la Constitution après l'acte fondamental de 97, qui nous a géré de 97 à 2002, donc pendant pratiquement, en termes de durée, l'équivalent du mandat du président Pascal Lissouba, 5 ans. Donc cet acte qui devait être la véritable constitution, entre parenthèses, post-conflit, parce que c'est ce que les gens disent. Le président de la République avait pratiquement les matériaux nécessaires, à la fin du premier mandat, de 2002 à 2009, pratiquement d'indiquer aux Congolais où est-ce qu'il y avait des failles. Où est-ce qu'il y avait des limites? Où est-ce qu'il y avait des déficiences, des déficits? On dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Non, mais vaut mieux tard que jamais. Quand c'est trop tard, ça devient tout à fait suspect. Ça devient suspect. Quand c'est trop tard, ça devient suspect. Donc, il y a eu le premier mandat. Le président, à qui le peuple a confié les responsabilités, a eu l'occasion de pratiquer la Constitution.
Voyez-vous, et c'est même un avantage. Mais il ne l'a pas dit, il n'a pas annoncé qu'il avait l'intention de changer des parties de cette constitution. Et voilà, il est en plein mandat. On est à 1 an de la fin de son mandat et s'active brutalement. Mais l'UPADES est en train de... Sans que le président, jusqu'à ce jour d'ailleurs, n'ait parlé lui-même directement. Mais parce qu'en effet, c'est ce que je suis en train de vous dire, il ne vous l'a pas dit, l'UPADES est en train de suspecter tout le monde. Non, mais voyez-vous... en fait, vous voyez des pièges partout. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Mais je vous ai dit que les douleurs d'enfantement, le bébé vient avec des douleurs d'enfantement annoncées. Quand nous voyons des présidents d'institutions parlementaires, des membres de l'exécutif, et enfin le parti au pouvoir, s'approprier un débat anticonstitutionnel, on dit souvent que qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Donc nous voyons venir le président de la République vers ce que, de manière surprenante, je vois beaucoup d'organisations de jeunesse d'ailleurs qui se créent. Je suis surpris que ces enfants qui ont des problèmes de chômage, dont on ne sait pas comment ils pourraient d'ailleurs survivre, et qui sont pratiquement plombés par les incertitudes le lendemain, on les voit être à la tête de beaucoup d'associations politiques. Président de ceci, ils sont beaucoup en moins de 30 ans. Et qui sont en train de... Est-ce que c'est pas cette jeunesse qui est en train de prendre en charge son avenir, comme vous l'avez dit au début de cette émission? Oui, mais non. Mais moi, je suis de formation économiste. Et le financement du développement a été un thème, il n'y a pas longtemps, hier même, en Côte d'Ivoire. Alors le financement de ces activités de gestion d'une association, même de 5 personnes, vous pensez que ça se fait avec des feuilles de manguier? Je ne pense pas. Ils ont Ah ouais, ah bon? Il y a peut-être des parrains, ou je ne sais pas. Ah bon, c'est cela? Et c'est ça maintenant la jeunesse de demain qui s'exprime à travers des financements pratiquement nébuleux, suspects. Vous pensez que les financements sont... Ah, ils sont nébuleux, forcément. Ils sont nébuleux. À moins qu'on nous en apporte la preuve. Est-ce qu'il vous arrive des fois aussi de regarder la télévision et de dire « Ah oui, tel projet est bien » ou comme on est dans l'opposition, on tire sur tout ce qu'on voit? Non, je vais vous dire une chose. Les États. Bon, d'abord, il y a quelque chose qui se dégage dans le pays. Et moi, j'ai honte pour l'élite intellectuelle qui est en train de surcharger le président de la République. Quand on construit une République, c'est avec les finances de la République qu'on construit la République. Ce n'est pas avec les finances de sa poche. Mais même les brouettes, les râteaux et les balais qui sont donnés dans les quartiers, c'est au nom du président de la République. Est-ce que c'est normal? Et franchement, il n'assume pas. Mais un pays doit se construire. C'est comme une famille, vous avez une petite famille, et elle doit vivre, vous devez vous battre pour avoir les moyens de faire vivre votre famille. Ce n'est pas un mérite particulier. Quand vous avez été élevé aux hautes fonctions de membre du gouvernement, de responsable de ceci à différents niveaux, c'est des fonctions de servitude pour le peuple, avec l'argent du peuple. Et je rappelle que nous sommes en République. C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. En fait, on est au service du peuple. Et donc, nulle part, on devait voir des personnes en train d'affecter, en train de comptabiliser des réalisations qui se font au nom d'une personne. En 97, quand vous êtes à la tête de l'État, en 92, vous n'avez pas fait de dents diffusées à la télé, vous n'avez pas acheté de brouettes. Ben, faites la comparaison. Je vous pose la question. Très bien, faites la comparaison. Vous êtes jeune. Il y a autre chose dont nous faisons la promotion à l'UPADES, c'est le devoir de mémoire. Et nous sommes tout à fait prêts à répondre de la gestion du président Pascal Lissouba et notamment de l'UPADES. Dites-moi, M. Diadi, est-il difficile d'être dans l'opposition? Le PCT d'aujourd'hui a été dans l'opposition en 92 et aujourd'hui, le tour vous revient. Est-ce difficile? Mais c'est l'approche de principe. C'est l'acceptation de certains principes. Être dans l'opposition, ça ne peut pas se poser en termes de difficulté ou de bonheur. C'est en termes de principe que l'on porte, et chez les chrétiens on dirait en termes de foi, que l'on a dans des principes, dans des valeurs que l'on porte. Donc c'est pourquoi les difficultés ne peuvent pas être un élément de mesure de son combat politique. Je vais vous donner un exemple. Prenez le cas du président Nelson Mandela, paix à son âme. 27 ans de couloir de la mort. 27 ans de couloir de la mort, donc de prison. Mais il a eu un idéal pour lequel il a fortement souffert.
Mais sorti de prison, il a éprouvé cet idéal. Et la société, la République sud-africaine est là, arc-en-ciel, comme il avait souhaité. Mais, grand mérite, au moment où son peuple avait pratiquement besoin de lui, pouvait lui autoriser pratiquement de s'éterniser là, de s'accrocher jusqu'à sa mort. Il a dit non, ma mission est terminée. Et au Brésil, on a vu le président Lula avec des femmes qui se roulaient par terre, qu'elle a sorti des bidonvilles, vous le savez. Mais il a dit c'est fini. Malheureusement, la Constitution me dit je dois arrêter. Vous dites je dois arrêter parce que vous parlez de votre avenir pour revenir aux affaires. C'est pour dire que il y a eu des gens qui ont porté des combats dans l'intérêt, pour l'intérêt général. Et pour projeter leur pays dans le concert des grands pays. Car les grands pays sont lus à travers les œuvres d'esprit, les principes, les valeurs qu'ils incarnent au niveau de leurs dirigeants, la pratique de leurs dirigeants, donc qui portent un certain code d'éthique morale, d'éthique politique. C'est cela, construire un pays. Monsieur Dadié, voilà. Quand on a un parti politique, on aspire au pouvoir. Oui. Vous avez été au pouvoir jusqu'à 1997, vous êtes dans l'opposition, vous rêvez revenir au pouvoir, mais l'opposition est en rang dispersé. Tout le monde veut être président de la République. Tout le monde. Vous n'allez pas me contredire. N'est-ce pas, je dirais, une épine dans le pied de l'UPADES? Mais non. Vous savez, depuis quelque temps, en Afrique notamment, quand vous écoutez aussi bien nos médias que les médias internationaux, eh bien, on pense qu'il suffit que les gens se regroupent ensemble pour obtenir tel résultat. Et on reproche aux oppositions d'être divisées pour vouloir éjecter tel président. Non. Il faut absolument que la diversité soit une richesse. Mais cette diversité miette les voix, non? Ce n'est pas une affaire d'émiettement de voix. Parce que le peuple n'est pas dupe. Et je crois que vous avez, je ne sais pas quelle formation vous avez, mais en chimie, vous avez ce qu'on appelle la décantation. La décantation peut se faire tranquillement par les comportements des acteurs politiques. Les peuples ne sont pas dupes. Hein. Les comportements peuvent être bien lus par les électeurs. Et donc cette exigence d'unité à tout prix des membres de l'opposition pour accéder au pouvoir, mais c'est pratiquement un déni de démocratie, un déni de liberté, parce qu'in fine, écoutez, les Congolais, nous sommes entre 3,5 millions et 4 millions d'habitants. Quand on y met ce fourre-tout composé des étrangers, des gens aux papiers non mérités, eh bien, vous avez... mais tout le monde ne peut... Les 4 millions ou les 3 millions ne peuvent pas être président de la République. La décantation se fait au sommet. Mais aujourd'hui, vous parlez de ça à l'opposition, mais vous voyez ce qui est en train de se passer au sein de la majorité, jusqu'y compris au parti. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord, dont le sujet d'actualité, le sujet actuel. Il y a au sein du PCT des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec... Et qui sont prêts à poser leur candidature pour ceux qui sont dans l'opposition. J'ai bien l'impression qu'on pourrait enregistrer des candidatures à la présidentielle de 2016 au sein du PCT. Aujourd'hui, l'UPADES veut revenir au pouvoir. Donc je voudrais vous dire, arrêtez de penser que l'émiettement des candidats de l'opposition à une présidentielle, c'est un motif d'échec pour le combat que mène et pour l'aspiration. Et donc l'UPADES est convaincu que quand on a Blanchard Oba, Okombi Salissa, on a Mathias Nzan, ils sont nombreux, l'UPADES est convaincu que quand il y a tout ce monde-là, l'UPADES peut quand même gagner et revenir au pouvoir. Il y avait combien de candidats en 92? Oui, non, mais aujourd'hui, on est en 2015, l'année prochaine, élection présidentielle, l'UPADES est convaincu de gagner les élections. L'UPADES reviendra inévitablement au pouvoir, même dès demain, si des élections transparentes, crédibles, avec un fichier électoral débarrassé des surcharges que vous avez là-dedans. Le fichier électoral, vous n'avez pas voulu en parler, vous n'êtes pas parti à CBT. Non, j'espère. Enfin, d'abord, je n'aimerais pas m'impliquer dans les conclusions de CBT que je ne connais pas encore. Je suis sur votre plateau, je ne les découvre pas encore. Mais je voudrais vous dire que le scrutin, le fichier électoral du Congo n'est pas fiable. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'a démontré. Donc, on n'a pas confiance à ce fichier.
Notre état civil est complètement déstructuré, déconstruit, il n'existe pas. Mais si c'est le cas, si c'est avéré, parce que moi je ne sais pas. Je vous le demande. Si c'est avéré, vous avez mais suivi. c'était avant CBT. Il y a eu CBT, on va attendre des conclusions. Peut-être que tout cela a été Mais passé au crible. parmi justement les tâches que nous attendons, c'est ce recensement véritablement fiable qui doit déboucher sur des résultats crédibles. Recensement de la population congolaise, débarrasser de tous ces étrangers, vraiment toutes ces personnes qui ne sont pas congolaises, mais qui sont en train d'alourdir. Et bien sûr, ces personnes fictives qui ont été logées dans pas mal de districts où les populations seront parfois passées du simple au quintuple. C'est vous qui le dites, vous avez les preuves. Non, mais j'ai un document fait par d'abord un brillant statisticien, je ne citerai pas son nom. Donc vous avez des preuves, mais il faut... Où nous avons par exemple la répartition spatiale du peuple autochtone, dont on a pensé qu'il avait justifié l'augmentation, la multiplication par 5 dans certains districts. Voyez-vous, du recensement, nous avons tous ces chiffres et nous pensons qu'il y a de la propriété à faire à ce niveau. Vous avez toutes ces preuves, vous avez des documents, de statistiques, vous auriez dû aller à CBT. Non, parce que nous savons, vous voyez, monsieur, le combat que nous menons vous concerne, c'est-à-dire le combat de l'éthique et de l'honnêteté intellectuelle. Le PCT, parti au pouvoir, même depuis le Mono, et surtout au-delà de la conférence nationale souveraine, a bâti un système qui a affirmé le déni de ce qui est propre. Donc, la tricherie est devenue un facteur déterminant à tous les scrutins depuis 2002. Pour l'UPADES, le PCT a toujours triché. Mais bien sûr. Et vous avez des preuves de tout ça. Mais moi-même, j'ai été candidat à l'élection législative de 2012 à Bokosongo. Mais vraiment, votre place à CBT aurait dû recevoir. Non, mais puisqu'il va démarrer un dialogue alternatif de l'opposition, je crois d'ici la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Monsieur Joseph Yediguissa Dadié, moi je vous dis encore merci. Mais une dernière idée, si l'UPADES veut revenir au pouvoir, vous avez déjà rédigé votre projet de société ou pas? Mais vous l'aurez très bientôt, les termes de référence, il est en élaboration. D'accord. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Je viens de recevoir pour vous monsieur Joseph Yediguissa Dadié, secrétaire national chargé de l'économie, de la politique pétrolière, minière et de la lutte contre la pauvreté. Il est membre de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES. Moi je vous dis encore merci. Nous sommes en train de construire ce pays. Après le PCT, je viens de recevoir l'UPADES. Après l'UPADES, un autre parti viendra ici répondre à nos questions. Et moi, je vous dis merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai reprise, celle-là aussi, mais avec un orchestre symphonique. Il y aura des cordes, mais quelque chose de grandiose. Vraiment à la hauteur de l'idée que je me fais de Jacques Le Bello. D'accord. Donc il y a les 10 titres qui vont paraître bientôt. Tout à fait. Et parmi ces titres, il y a un particulièrement qui chante aussi le Congo. Le Congo, moi je le porte dans mon cœur en fait.